Alors bonsoir tout le monde, bienvenue dans le web journal de Radio-Québec, édition du 12 août 2019. On va parler aujourd'hui encore une fois de l'affaire Epstein. On va voir si, comme certains le disent, tels que le président Trump, les Clinton sont réellement impliqués dans l'assassinat de Jeffrey Epstein en prison. Je vais vous expliquer les raisons pour lesquelles je ne le crois pas. On va voir aussi de quelle façon s'arrime la guerre de l'information pour l'élection présidentielle de 2020. Présentement, cette histoire de collusion avec la Russie vient d'être mise au rencard par l'État profond. C'est terminé. Robert Mueller a témoigné devant le Congrès. L'histoire de la collusion avec la Russie, c'est terminé. Trump n'est pas un agent russe. Ils ne feront pas de chemin avec ça. Alors, qu'est-ce qu'ils mettent de l'avant? Qu'est-ce que l'État profond a mis de l'avant depuis quelques jours, depuis 2 semaines? Mais c'est le plan B. Le plan B, c'est Trump, suprémaciste blanc. Trump qui alimente la haine, etc. Alors, ils sont passés du plan A, la destitution à travers cette histoire de collusion avec la Russie, Trump agent russe, à Trump suprémaciste blanc. C'est ce qu'ils avaient essayé durant la campagne en 2016, sans trop de succès, mais ils ramènent ça de l'avant. Hein. C'est un narratif qu'ils ont mis en place depuis Charlottesville. Et on va voir de quelle façon c'est complètement ridicule. Mais c'est avec ça qu'ils vont aller en bataille pour l'élection de 2020. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'on s'est parlé la dernière fois? Salut de la Bretagne. Salut à tous les Français qui nous écoutent. On a fait des tests sur YouTube hier soir. Ça fonctionne à 3 heures du matin. On réessaye aujourd'hui. Ça fonctionne pas à 8 heures. On est bloqué de 8 heures à, minuit. Ça fonctionne en soirée. On fera peut-être des lives de fin de soirée juste pour nos amis français. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'on s'est parlé il y a 2 jours? Eh bien, Jeffrey Epstein a pris l'avant-scène. Cette nouvelle du suicide de Jeffrey Epstein a pris est devenu la nouvelle principale de la plupart des médias, en tout cas ceux qui en parlent. On parle ici, les médias sont en mode panique. On dit que la question du suicide de Jeffrey Epstein fait exploser les théories du complot sur Internet. Et donc, parce que c'est un suicide totalement invraisemblable. Là, les médias qui rapportent la nouvelle, qui sont obligés de parler de Jeffrey Epstein. Hein? Non seulement sont obligés de parler de Jeffrey Epstein, mais ils sont obligés de parler, et parce qu'ils n'en avaient pas parlé, de la déposition de, je me rappelle jamais de son nom, de la petite Giuffre, qui a dit que le prince Andrew faisait des parties pédophiles, qui a impliqué plusieurs personnes, mais qui a exonéré Trump. Alors, ils sont obligés de parler de ça, mais il n'y a aucune personne qui mentionne que les témoignages de la petite Giuffre exonèrent Trump. Ils sont salauds, hein? Ils sont bâtards en esti, les médias, si vous me permettez l'expression. Alors, on en parle à cause du suicide de Jeffrey Epstein. Et donc, les médias qui avaient tenté de tasser complètement ou de passer sous silence l'arrestation de Jeffrey Epstein, comme si c'était pas grand-chose. Eh bien, là, on est obligé d'en reparler et ça reprend le devant de la scène. Alors, il y a une guerre d'information, comme je vous dis depuis le début. Les États-Unis, il faut comprendre que les États-Unis sont à un niveau supérieur en termes de connectivité Internet et en tout cas, beaucoup, parce qu'il y a aussi, c'est l'endroit où sont installés les géants de l'information, les géants de la technologie, Twitter, Google, Facebook, c'est basé aux États-Unis. Et puis, ils sont impliqués dans les campagnes électorales aux États-Unis beaucoup plus qu'ailleurs dans le monde. Ils sont impliqués dans le processus de sélection du président, on le sait, hein, ils l'ont dit en caméra cachée, hein, qu'ils n'allaient pas se laisser avoir comme la dernière fois sur le sujet de l'élection. Alors, je vous ai parlé la dernière fois donc c'est ça, les géants de la technologie qui s'impliquent dans la campagne, et il y a une guerre de l'information qui fait rage aux États-Unis beaucoup plus qu'ailleurs dans le monde. Ailleurs dans le monde, comme je pense au Québec surtout, combien d'entre vous, de vos amis, de vos proches, vos parents, regardent TVA Nouvelles, hein, puis s'informent beaucoup avec la télévision encore, alors que vous et moi, on est plus comme l'information circule rapidement. Je sais, moi, c'est comme ça avec mon père, je lui montre des choses sur Internet, il dit « Comment t'as trouvé ça? » Vous êtes probablement comme ça aussi. Mais aux États-Unis, c'est ça, ça se passe beaucoup sur Internet, et c'est là le champ de bataille, c'est ce qu'on appelle le champ de bataille numérique. Pour l'élection présidentielle, Trump a gagné sur Internet la dernière fois, et donc c'est sur Internet que ça se passe. Et là, je vous avais parlé la dernière fois de ces algorithmes, Clinton Body Count, les meurtres des Clinton qui avaient monté rapidement le jour de l'assassinat de Jeffrey Epstein, et qui avait été
instantanément retiré par Twitter. Twitter voulait pas que Clinton body count trend et qui avait remplacé ça par Trump body count. Et là, il y a des gens qui ont fait des recherches sur Internet et on voit, vous avez ici, vous avez la carte des États-Unis en bas ici. Vous voyez que la zone en bleu, c'est les endroits où Clinton body count était mentionné dans les tweets. Donc, ça émanait de partout aux États-Unis. Quand ils ont arrêté le Clinton body count, quand Twitter a supprimé le Clinton body count parce qu'ils ne voulaient pas que les gens parlent des meurtres des Clinton, et on va en parler, ils ont fait sortir le Trump body count. Et là, vous voyez en rouge, juste à côté, la petite image en rouge des États-Unis, c'est la Californie, ça. C'est le seul endroit d'où émanait cette histoire de Trump body count. Donc, et c'est là que sont basés les serveurs de Twitter. Vous comprenez que c'est Twitter c'est les serveurs de Twitter qui ont généré des tweets automatiques de Trump body count, juste pour contrebalancer. Alors, vous voyez un peu comment s'organise la guerre de l'information. Des compagnies, des géants de l'information suppriment des hashtags populaires et en mettent d'autres que dans une entreprise de propagande jamais vue. Hein? Le contrôle sur l'esprit des gens est total. Et là, vous avez ici Jack Dorsey en entrevue avec Joe Rogan qui disait « Non, on se mêle pas du processus politique, on est une plateforme neutre, etc. » On a la preuve ici qu'ils sont impliqués, qu'ils suppriment des hashtags, qu'ils font monter d'autres hashtags, qu'ils essaient de renverser le narratif. Ils ont été pris la main dans le sac. Et ce qui est intéressant, c'est que tout ça les force à se découvrir. Ils sont obligés d'agir, et en agissant, ils se découvrent. Puis là, on peut les tirer. Voilà, je veux dire les tirer. Attends une minute. Vous comprenez, on peut les identifier. Voilà, je veux pas donner des arguments aux autres. Là, nous autres, à Radio-Québec, on est sur une ligne pacifiste. Je l'ai déjà expliqué 1000 fois. Voilà. On se rappelle aussi de cette, les entrevues en caméra cachée de Projet Veritas. En haut, juste la responsable, la cadre de Google, Jen Gedal, qui disait à la caméra cachée, oui, on se fera pas prendre une deuxième fois lors de l'élection. On va s'arranger pour que Trump perde cette fois-ci. Elle le disait ouvertement. Vous voyez comment les géants de la technologie font changer, contrôlent l'esprit des gens. Là. Et si on y pense correctement, là, en général, on catégorise ça de deux façons. Les médias traditionnels amènent du contenu, c'est pas positif, amènent font sortir le narratif officiel, tandis que les géants de la technologie, lui, censurent le discours sur Internet. Vous comprenez? Il y en a un qui produit, l'autre qui censure. Alors, les médias traditionnels produisent le narratif, les nouvelles qu'ils veulent que les gens comprennent, tandis que les géants de l'informatique, Twitter, Google, Facebook, ont pour tâche de censurer la dissidence. Alors, on propose un discours à la population, puis de l'autre côté, les gens de la technologie censurent la dissidence. C'est comme ça que ça fonctionne. Un positif, un négatif. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Voilà. Alors, ça c'est le champ de bataille numérique pour l'élection de 2020. Maintenant, ça n'a pas empêché le Clinton body count de revenir à l'avant-scène et tout le monde en a parlé. OK? Et quand on parle de Clinton body count, là, on parle de ce qui est su depuis très, très, très longtemps aux États-Unis, c'est-à-dire que les Clinton sont des meurtriers, des gangsters, et qu'il y a comme une cinquantaine de personnes autour des Clinton, des associés des Clinton dans des projets immobiliers, des bodyguards des Clinton, des gens qui ont eu des relations avec Bill Clinton, qui meurent suicidés avec des balles dans la tête. C'est-à-dire que dès qu'on a un peu de marde sur les Clinton, notre espérance de vie diminue drastiquement. Comme cette fille ici, là, vous avez là, en noir et blanc en haut. Hello, I'm Suzanne Coleman. After having an affair with Bill Clinton, I became pregnant. Elle est tombée enceinte après avoir eu une affaire avec une aventure avec Bill Clinton. Et mon corps a été retrouvé 2 jours après que j'en ai parlé à Bill Clinton avec genre des balles derrière la tête. Il y en a plein. Vince Foster, dont beaucoup de personnes ont parlé, incluant, tu sais, ça c'est un associé des Clinton qui est mort lui aussi, suicidé, arkancided qu'on dit, hein, dans des circonstances totalement suspectes. Et Trump en a parlé durant la campagne présidentielle. Hein, vous vous rappelez, il disait Vince Foster savait tout sur les Clinton. Hein, il savait tout qu'est-ce qui se passait. Et tout d'un coup, il a commis, il s'est suicidé.
comprenez, il a semé le doute sur les meurtres des Clinton, Trump, durant la campagne de 2016. Les gens n'ont pas suivi cette campagne-là suffisamment près parce que ça a chauffé en maudit. Quand, je veux dire, Trump parlait du certificat de naissance aussi de Barack Obama. Il y a eu, comprenez, il a dit qu'il allait mettre Hillary en prison. Voilà, donc les Clinton qui sont une famille du crime. Et il y a appelle ça, comme je dis, là, si vous faites des recherches, là, Clinton body bags, Clinton body count, il y a à peu près une 50aine de personnes associées de près ou de loin avec les Clinton qui ont commis des suicides dès qu'on enquêtait sur le couple, des personnes autour du couple, dont je pense des stagiaires à la Maison-Blanche aussi, lors de l'épisode de Monica Lewinsky. Il y a 2 stagiaires qui étaient à la Maison-Blanche à peu près dans les mêmes moments, qui ont elles aussi commis des suicides, qui se sont suicidés. Commis des suicides, c'est en anglais, c'est committed suicide, là, qui se sont suicidés, et incluant aussi, je veux dire, des personnes dans le Democratic National Congress, lorsqu'Hillary Clinton, j'en ai parlé dans un des web-journaux, lorsqu'Hillary Clinton a volé l'investiture à Bernie Sanders, il y a des gens qui avaient les preuves, qui ont déposé des plaintes à la commission électorale pour fraude électorale de la part du camp Hillary Clinton, et toutes ces personnes-là, les gens qui avaient de la merde, qui étaient censés témoigner aussi sur le cas des Clinton, sont tous morts de suicide. C'est une hécatombe autour des Clinton. Il n'y a personne qui survit aux Clinton. Alors, voilà. Et là, Trump qui s'est permis de retweeter, parce que ça a trendé, je vous ai dit, là, Clinton Body Count a trendé pendant longtemps, est devenu numéro 1 sur Twitter pendant longtemps avant que Jack Dorsey l'enlève. Et il a retweeté ici un tweet de Terrence Williams, alors, qui semait le doute sur le suicide d'Epstein. Alors, il dit, Epstein, comme c'est bizarre, Epstein avait des informations sur les Clinton et il est mort maintenant. Cependant, je vois Trump body count monter, alors que c'est sur les Clinton, tu sais, et le Trump qui retweet ça. Vous comprenez? Le président qui dit, le président des États-Unis, faut comprendre, là, retweet quelqu'un qui accuse les Clinton de meurtre. Vous comprenez, là, où est-ce qu'on en est, là? Trump aussi qui a retweeté des images où est-ce qu'on voit James Comey, les Clinton, toute la gang Obama en prison. Vous comprenez, là, c'est ça, là. Ça joue dur. Et suite à tout ça, on a été témoin d'un déluge de ce qu'on appelle des memes sur les Clinton, comme celle-là ici, Jeffrey Epstein's last known visitor, le dernier visiteur de Jeffrey Epstein, juste ici, là, avec les lunettes. Après ça, on nous montre l'image de l'infirmière personnelle de Jeffrey Epstein. On dit aussi, connaissez-vous quelqu'un qui a eu, je connais personne qui a eu 46 amis et des parents qui ont commis le suicide. Oh, attendez un instant, il y a les Clinton. 46 personnes autour des Clinton qui ont commis des suicides, c'est comme, vous comprenez. En tout cas, il y a eu un déluge de ce genre de mimes-là. Les mimes qui ont été très efficaces en 2016 pour faire élire Donald Trump. Je rappelle que les mimes, les algorithmes de l'intelligence artificielle de Google, Facebook, etc., sont pas capables de les lire et de les interrompre. Ça veut dire, si vous écrivez des choses dans vos messages, Google, Facebook, etc., étaient capables de les traduire, puis de les lire, puis de vous censurer, vous shadowban, mettre des limites sur votre compte, etc. Mais l'intelligence artificielle, à date, est pas capable de lire les images et les textes et de comprendre l'humour derrière ça, vous comprenez? Alors, c'est pour ça que QAnon nous suggère de produire beaucoup de ce genre d'images-là qui veut tout dire. Ce qu'on appelle des memes. Ils ont été très importants, je le rappelle, ils ont été importants dans la victoire de Donald Trump en 2016. Il y en avait des milliers, si ce n'est pas des centaines de milliers qui déferlaient sur Internet, qui faisaient passer le message de Trump et qui contournaient la censure. Voilà. Alors, l'emphase qui a été placée sur les Clinton, mais est-ce que c'est réellement le cas? Évidemment, ça sert Trump. Vous comprenez que Trump est content. Il a même retweeté. Trump est content que le spotlight a été placé sur les Clinton. Mais est-ce que les Clinton sont capables de ce genre d'opération? Est-ce que l'État profond est capable de ce genre d'opération? Je rappelle que sur la 50aine de suicides autour des Clinton, ce sont tous des suicides, comment on pourrait dire, des suicides grossiers. C'est des meurtres. C'est pas... alors que pour s'en prendre à Jeffrey Epstein, il faut contourner tout l'appareil sécuritaire
américain. Vous comprenez? Il faut passer outre la NSA. Il faut passer outre l'intelligence militaire, les services secrets, les équipes de Navy SEAL qui sont là à protéger l'homme le plus protégé des États-Unis après les hauts échelons d'administration Trump. Vous comprenez? Et là, je vais passer un petit... on va utiliser une parabole pour comprendre à quel point, de quelle façon c'est absolument impossible que l'État profond ait suicidé Jeffrey Epstein. OK? Si on y pense comme il faut. Ça fonctionne dans les films. Dans les films, on voit ce genre de truc-là. Mais dans la réalité, quand l'État américain a décidé de protéger un homme parce qu'il relève de la sécurité nationale au plus haut niveau, hein, il représente le summum de ce qui est à protéger en termes de témoins. Oubliez la mafia, là, puis on va te changer d'identité comme pour te protéger contre les Gambini, là. C'est pas ça, là. C'est pour te protéger contre des services secrets étrangers. Hein? C'est-à-dire que quand ils ont arrêté Epstein, là, il fallait qu'ils le protègent contre l'infiltration de potentiellement, je sais pas moi, le Mossad ou d'autres services de renseignement. Et ils le savent, ça. Alors, sachant que les services secrets étrangers, l'État profond, voulaient assassiner Jeffrey Epstein et qu'il n'avait aucun avenir en prison, comprenez que dans ce cas-là, et qu'il est crucial pour la sécurité des États-Unis, on prend toutes les précautions pour qu'il ne soit pas disponible, pour lui enlever même son libre arbitre. Je suis sûr qu'on lui mettait des Prozac dans sa nourriture pour lui enlever le goût de se suicider. Vous comprenez? Tu sais, c'était comme un genre des Prozac bourguignon, là. Hein, soupe Lipton au Prozac. Tu prends toutes les mesures nécessaires pour pas qu'il fasse défaut, qu'il fasse faux bon. Tu ne laisses rien au hasard. C'est comme ça que l'État sécuritaire opère. Et de croire que, que l'État profond aurait pu contourner toute la NSA, et les mesures les contre-mesures, ça relève du film de science-fiction. OK? Alors, on va utiliser la parabole suivante. Rappelez-vous, je ne sais pas si vous avez vu le film National Treasure avec Nicolas Cage, où est-ce qu'ils doivent aller voler la déclaration d'indépendance des États-Unis. C'est protégé, hein, je veux dire, c'est un des documents les plus protégés du système, c'est un document officiel. Alors, c'est comme la Joconde au Louvre. Hein, c'est un des documents, une des œuvres d'art les plus protégées au monde. Et là, c'est comme si, dans le film, il y a un code en arrière de la déclaration d'indépendance. OK? Là, ici, c'est comme s'il y avait en arrière de la déclaration d'indépendance. Pensez-y, c'est comme si en arrière de la déclaration d'indépendance, mettons que Jeffrey Epstein, c'est le document, ou la Joconde, ou... En arrière de ça, il y a un code qui révèle tous les secrets des États-Unis, la sécurité nationale, c'est-à-dire tous les politiciens corrompus, tous les agents étrangers, les codes nucléaires, etc. Il ne faut pas que ça tombe dans les mains des puissances ennemies. Non seulement ça, mais le gouvernement sait qu'ils vont venir essayer de la chercher. Alors, pensez-vous que les caméras du musée c'est juste le musée qui gère lui-même ses caméras? Non, c'est la NSA. Puis combien d'équipes pensez-vous qui sont là à vérifier les caméras, à regarder? Est-ce que vous pensez que c'est les mêmes gardiens ordinaires qui surveillaient Jeffrey Epstein? Ou bien on remplace les gardiens ordinaires par des anciens Navy SEAL ou des agents secrets, etc. Comprenez comment fonctionne l'État sécuritaire américain. Surtout quand on sait que l'ennemi va venir le chercher. En fait, en ce qui me concerne, Jeffrey Epstein n'a jamais mis le pied au Metropolitan Correction Center. On s'entend? Hein, ça a été... c'est comme un appât. On dit, il est au Metropolitan Correction Center alors qu'il est ailleurs. Comprenez? Pas juste ça, c'est que, je l'ai dit la dernière fois, n'importe quel... Jeffrey Epstein a négocié avec le département, pouvait négocier avec le département de la justice, pas juste avec le département de la justice, mais avec... parce que c'est beaucoup plus gros que le département de la justice. C'est une question de sécurité nationale, tout ça. C'est pas juste des trafics de personnes, c'est de l'espionnage au plus haut niveau de l'État. Les politiciens corrompus, là. C'est pas juste du trafic de personnes, OK? Alors, sachant qu'il n'avait aucun avenir, je l'ai déjà dit ça, mais j'ai pas été assez clair, sachant qu'il n'avait aucun avenir, qu'il allait mourir de toute façon, qu'il parle pas dans le système carcéral, c'est automatique. Toute négociation avec l'administration Trump
pour révéler les secrets, là, pour dire où sont cachés les disques durs, etc., impliquait nécessairement un changement d'identité. Et pas juste un changement d'identité, mais il est mort, arrêtez de courir après, passez à autre chose. C'était absolument primordial qu'il change d'identité, qu'il meure, n'importe quelle administration aurait fait ça. Et là, ça implique aussi donc produire un faux certificat de décès, puis faire une fausse enquête, etc. On s'entend là-dessus, OK? Alors, Jeffrey Epstein, c'est sûr qu'il devait changer d'identité, avoir un plea deal, comme on dit, puis en échange de donner les informations, à savoir où sont les documents compromettants, qui sont les agents étrangers au sein de l'administration américaine, où sont les documents, etc., en échange de tu vas continuer à vivre. On s'entend? On va te faire passer pour mort, puis tu continues à vivre. Alors, maintenant, pensez-y, c'est ça. Donc, je finis là-dessus. Si on met tout ça, c'est pas comme dans le film, là. C'est-à-dire que l'État américain est au courant qu'ils vont venir l'assassiner. Hein? Alors, pour que Jeffrey Epstein se soit fait assassiner par l'État profond, ça voudrait dire qu'il a passé outre tout le système, l'appareil sécuritaire américain. On s'entend? Et donc, et aussi que tout ce qui s'est passé dans la prison se soit produit sans que l'administration, le département de la justice ou l'intelligence militaire réagissent. On le sort du Suicide Watch. Les gardes, là, c'est ça qu'on allègue dans les journaux. Là. Les gardes on sont pas allés vérifier. Hein. Ils sont allés prendre une pause. Les caméras ont mal fonctionné. Ils étaient pas sur surveillance. Vous comprenez que ça prend pour que l'État profond ait atteint comme ça Jeffrey Epstein avec un enchaînement de malfonction de caméras puis de prise de décision. Ça prend la collaboration de l'administration de la prison. Tout ça sans que la NSA, la Military Intelligence, les services secrets ne soient au courant de ça, ne s'en rendent compte et ne puissent intervenir. Comprenez? Comprenez que cette histoire de l'État profond a atteint Jeffrey Epstein est totalement farfelue, ne tient pas la route 2 secondes. Si on utilise le rasoir d'Occam, et ce qu'on sait de l'appareil sécuritaire américain, c'est que Jeffrey Epstein a reçu a négocié sa vie en échange des documents et on l'a fait sortir de là en échange des documents qui étaient en sa possession. Voilà. Alors tout ça, comme j'ai dit en début de capsule, a complètement changé le narratif. Tout le monde parle juste de Jeffrey Epstein et c'est ça qui était voulu. Hein. Non seulement Trump a été disculpé dans les documents qui ont été rendus publics 2 jours avant la mort d'Epstein. On dit que Trump n'a pas participé aux orgies et les journalistes sont obligés d'en parler. Mais ça a mis cette mort d'Epstein-là apparaît comme en termes de guerre de l'information, là, comme une tentative de mettre un terme à toute cette affaire des fusillades, puis de Trump, le suprémaciste blanc, etc. Vous comprenez que on est dans un nouveau paysage médiatique et ça apparaît comme la réponse de Trump à cette histoire de suprémacisme blanc les tireurs fous, Trump qui incite à la violence, etc. L'État profond avec ces affaires-là de fusillade était sur une lancée, on s'entend? Et Trump vient de briser la lancée. Et là, on a vu les journalistes avoir de la misère à s'adapter. Hein? Ça allait dans tous les sens. Il n'y avait pas de narratif prêt. Tu sais, avec les fusillades, là, le narratif était prêt, genre immédiatement après. Quelques heures après, c'était la haine sur Internet, 8chan, Trump, le suprémaciste blanc, toc, 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 toc. C'était diffusé partout. Tout le monde avait le même discours. Mais avec la mort d'Epstein, là, ils ont été pris par surprise. Il n'y a pas eu de narratif cohérent de la part des médias. Ça allait dans tous les sens. C'est les Russes qui l'ont fait. Je veux dire, ils ont été pris par surprise par la mort entre guillemets de Jeffrey Epstein. Il reste quand même des personnes qui se sont essayées parce qu'ils sont un petit peu en retard sur le narratif. Hein. On parlait dans le Devoir hier, un peu partout, là, je pense même en Europe, là, de suprémacisme blanc, de la haine sur Internet, etc. C'est comme s'ils n'ont pas eu le mémo que le narratif avait changé, puis ils essayent de continuer avec le plan B. Parce que le suprémacisme blanc, c'est le plan B. Hein, collusion avec la Russie, c'est le plan A de l'État profond. Le suprémacisme blanc, c'est le plan B de l'État profond. Et ça leur permet de faire du millage et de faire peur aux gens.
OK? Et ça fonctionne juste si on a peur, si on n'est pas capable de déconstruire complètement tout leur argumentaire fallacieux. OK? Alors, l'ultra-droite ici, Agnès Gruda qui est toujours, coïncidemment, là, toujours sur la ligne de l'État profond. Hein, c'est ce que vous entendez, là, des porte-paroles de l'État profond, elle le retransmet consciemment ou non, là, disons ça, mais sans beaucoup de modifications. On nous fait croire que Trump, c'est ça, que la menace, c'est l'ultra-droite, alors que ça n'a rien à voir qui est le suprémacisme blanc. Premièrement, on essaye de cibler les gens qui veulent résister à l'immigration. Ça, je l'ai déjà dit, hein, que les pays se sont réveillés. Il y a beaucoup de pays qui ont refusé de signer le pacte de l'ONU sur les migrants. Là, on comprend que l'offensive, c'est ça là, maintenant. Hein, c'est la déferlante migratoire ils accélèrent, étant donné qu'ils sont en train de perdre le contrôle là, en Europe, un peu partout. Les gouvernements populistes qui émergent partout, ils essayent ils donnent un coup de main dans le jeu d'échecs. Ils précipitent les choses. Et là, ils essayent de faire peur à ceux qui trouvent que ça va trop loin, cette histoire d'immigration sans limite. Parce que c'est ça, hein, c'est de l'immigration sans limite. C'est-à-dire que maintenant, un droit à la migration, ceux qui ont des problèmes de droit commun. Genre, j'ai une chicane avec ma voisine, je voulais montrer ça, je vais en reparler la prochaine fois. J'ai une chicane avec ma voisine, j'ai peur pour ma vie, immigration. C'est pas la police du pays qui va régler ça, je vais régler ça avec l'immigration. Alors, on essaie de faire passer Trump pour un suprémaciste blanc, mais ça ne fonctionne pas. Hein. Ce truc-là, c'est comme en 2017 à Charlottesville, il y avait eu les Antifa qui avaient clashé avec, dans ce cas-là, c'est la fausse extrême droite. Là, j'en ai parlé dans Trump et la communauté noire. Encore une fois, c'est de l'extrême droite pilotée par l'État profond. Hein. Je pense, c'est un certain Kessler qui avait travaillé pour la campagne d'Obama. Puis là, qui se retrouve chef de l'extrême droite avec des drapeaux nazis. Vous comprenez que c'est complètement ridicule, ça. Puis que quand on parle de suprémacistes blancs, on parle de à peu près 4 personnes dans un sous-sol, dont 3 agents du FBI. Hein, que ces mouvements-là sont totalement infiltrés, aiguillonnés par les services, par l'État profond, et que du suprémacisme blanc organique, ça n'existe pratiquement pas. Alors, on avait dit à cette époque-là de Charlottesville que Trump avait dit, il y a de la faute, there are some very bad people on both sides. Il y a des mauvaises personnes des deux côtés. Il y avait eu un mort à Charlottesville, là, puis là, on avait demandé à Trump, est-ce que tu critiques les suprémacistes blancs? Je dis, Trump avait dit, il y a des mauvaises personnes des deux côtés, incluant chez les Antifa. Hein? Et là, tous les médias avaient transformé son analyse, son discours, ce qu'il avait dit, pour dire en le renversant complètement, en disant qu'il y avait there are fine people. Il y a des personnes bien du côté des suprémacistes blancs. J'en ai parlé. Ils ont fait le même genre de stratagème à plusieurs reprises, notamment au début de la campagne électorale, quand il avait dit qu'il y avait des violeurs parmi les illégaux qui rentraient aux États-Unis. Ils avaient transformé ça et ils avaient fait passer ça sur. Ils avaient transmis ça comme si Trump avait dit que tous les Mexicains étaient des violeurs. J'en ai parlé dans la capsule qui s'appelle Média, la chute. Toutes ces transformations, la malhonnêteté médiatique, on prend une petite phrase de Trump, puis on la transforme complètement, puis on part avec le narratif comme ça. Trump est le contraire d'un suprémaciste blanc, tout le monde le sait, tout le monde qui a une analyse politique le moindrement sérieuse le sait. C'est un nationaliste civique, c'est-à-dire que c'est la nation, tout le monde est bienvenu dans la nation. Trump a beaucoup de supporters dans la communauté noire, comme Diamond and Silk, comme Kanye West, comme Terrence Williams, là, que Trump a retweeté. Ce qui fait en sorte que les personnes qui sont sur le logiciel de la race blanche, là, comme Richard Spencer, lui, c'en est un vrai. Je ne sais pas si c'est un suprémaciste, là, mais en tout cas, il est sur le logiciel de la race de la peau blanche, là. Comme si les Russes avaient les mêmes intérêts que les Américains, vous comprenez? Comme si les Polonais étaient exactement sur le même logiciel que les Anglais, qu'il n'y avait pas de conflit entre la race blanche. Là. Bien, lui, il dit qu'il ne votera pas pour Trump à cause que Trump, c'est un nationaliste civique. Hein? Il a dit, je vais voter pour Bernie Sanders probablement parce que Trump me déçoit beaucoup. Trump ouvre les bras à tout le monde. OK? Alors, cette histoire de suprémacisme blanc-là qui est complètement farfelue. Ce qu'on omet de dire
ce qu'on omet de dire sur dans les médias, c'est que on blâme beaucoup 8chan. Ils ont réussi à faire fermer 8chan. Cette histoire que du fait que 8chan est un endroit où est répandue la haine, ça n'a jamais existé. Ça a commencé en 2019. Ça n'a jamais existé auparavant. Ça fait partie du plan B, du narratif, pour faire fermer 8chan. Pourquoi on veut faire fermer 8chan? À cause de QAnon. Hein? À titre d'exemple, le tireur de Christchurch a publié sur Facebook Live sa fusillade. Et on demande pas à ce que Facebook soit fermé. Il y a de la haine, il y en a sur Facebook. Hein. Vous vous rappelez, il y a comme 2 ans, cette histoire, c'est les 4 Noirs qui avaient martyrisé pendant 14 heures un blanc autiste parce qu'il était blanc. Hein, parce qu'on l'accusait d'être un supporter de Donald Trump. Le gars, il souffrait d'autisme. Il le battait, il lui faisait subir des sévices en direct sur Facebook Live. Le tireur de Christchurch en direct sur Facebook Live et rien, aucune mention aucune critique sur Facebook Live, vous comprenez? C'est juste 8chan qu'on veut fermer. Bizarre. Même chose, le tireur de El Paso, là, c'est confirmé maintenant. Son manifeste, c'est pas lui qui l'a posté sur 8chan. Son manifeste a été publié sur Instagram. Et c'est quelqu'un d'autre qui, plus tard, l'a mis sur 8chan. Tu sais, genre juste pour comme... C'est comme quand tu mets des empreintes. Là. Tu sais, c'est comme les policiers quand ils mettent un paquet de cocaïne dans tes bagages pour t'accuser. Là, c'est ça. Fait qu'il y a quelqu'un qui a pris le manifeste sur Instagram puis l'a publié sur 8chan. 8chan, c'est anonyme, hein, on peut pas savoir qui publie. Fait que de dire que ça vient des 8chan, c'est faux. OK? Alors, c'est ça. Donc, vous comprenez que 8chan n'a rien à voir avec ça. C'est ciblé maladroitement. Hein? Il y a rien qui... Je veux dire, il y a pas plus de haine sur 8chan que sur Facebook Live. C'est juste qu'on veut faire fermer le site. De la haine, il y en a, par exemple, dans les médias. Hein? Si vous vous rappelez... notamment Laurent Ruquier, je pense que c'est tout récemment en France, qui appelait au meurtre de Donald Trump. On suggérait à ce qu'il soit assassiné comme à Dallas, comme JFK. Il y en a eu beaucoup, hein, vous vous rappelez, c'est une petite image, là, comment elle s'appelle cette fille là, qui avait sorti la tête ensanglantée de Donald Trump. Il y avait eu Madonna qui disait qu'elle avait envie de faire exploser la Maison-Blanche. Il y a des dizaines et des dizaines de vidéos sur YouTube où est-ce qu'on voit des personnes qui tuent le président. Il y avait la pièce de théâtre, Hamilton, je pense, où est-ce qu'on tuait le président. La haine, là, elle est d'un seul côté, puis là... si vous êtes comme moi, vous trouvez que Trump est extrêmement patient là-dedans, puis répond de façon extrêmement présidentielle à tout ça, alors qu'il est l'objet de la haine de la part de la gauche radicale depuis des mois maintenant, des années maintenant. Hein? On rappellera aussi que le tireur de Dayton n'a rien à voir avec le suprémacisme blanc. C'est un antifa. C'est un antifa. Alors, vous voyez à quel point ce discours-là de comment il s'appelle, Agnès Gruda, de tous ceux qui vous font croire à une menace de suprémacisme blanc à cause de ces fusillades-là, ça ne colle pas à la réalité. Le tireur, c'est un antifa. Et les antifas, Trudeau qui a annoncé récemment que les antifas, hein, c'était pas une menace. C'était pas. Ils ont essayé de faire sauter une tank de propane, là, tu sais, les grosses tanks de propane dans un camp de migrants au Texas. Là maintenant, les antifas, c'est le deuxième antifa qui passe à l'acte puis qui tire. Sauf que les médias voient rien, là, tu sais, ils veulent rien dire. Puis Trudeau, il dit c'est pas une menace. On comprend que ce sont les auxiliaires du pouvoir mondialiste. Ce sont des menteurs, des serpents, les auxiliaires, comme les médias là, du pouvoir mondialiste. Hein? Ici, il y a Steve Fortin, il faut le mentionner. Moi, je les mentionne quand ils en sortent des bonnes, là, les journalistes, qu'on conspue généralement, là, mais il y en a qui en sortent des bonnes une fois de temps en temps. Steve Fortin, qui est le seul journaliste au Québec à l'autre tuerie dans le Journal de Montréal, c'est sur son blog, hein, c'est pas une grosse visibilité, mais il dit justement que le tireur, c'était un antifa, et wow les minutes, là, wow les moteurs, avec cette histoire de suprémacisme blanc. Même s'il dit dans son texte là, que la plupart des tueries sont faites par des suprémacistes blancs. Il le mentionne et il faut... et donc, c'est pas tout le monde qui est... Maintenant, on va terminer avec ça. Il y a eu une autre fusillade en Norvège. Ah oui! Dans une mosquée, apparemment. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben oui, le New York Times nous l'a dit, qu'est-ce qui s'est passé.
Le New York Times a dit en rouge ici, en rouge, souligné en rouge, about 2 hours before the attack, a post appeared on 8chan, the message board that had posted anti-immigrant manifesto, the man accused El Paso shooting. Alors, le New York Times, qui corrige même pas son histoire au sujet d'El Paso, parce que on sait maintenant, le propriétaire des 8chan est sorti pour dire, c'est lui ici, le Jim Watkins, il est sorti pour dire, on a la preuve que ça a été publié sur Instagram et plus tard seulement sur 8chan par on ne sait pas qui. Il n'y a personne qui demande à la fermeture d'Instagram, même si on a posté un manifeste, publié un manifeste de haine sur Instagram. Hein, il y a personne, c'est juste 8chan. Mais pas seulement ça. Comment est-ce qu'on peut publier un manifeste de haine sur 8chan alors que 8chan est fermé depuis bientôt une semaine, c'est pas plus, bientôt presque 10 jours? Comprenez que le New York Times dit encore une fois, c'est comme la Gruda, là. Ils racontent n'importe quoi. Ils disent que le manifeste a été posté sur 8chan, a été publié sur 8chan. 8chan est fermé depuis une semaine. Depuis plus qu'une semaine. Vous comprenez? Qu'on essaye juste de faire passer ça sur 8chan, alors que vous voyez bien que c'est du mensonge fait pour cibler 8chan, les communications de Donald Trump avec sa base, hein, QAnon. Maintenant, et ça va plus loin que ça. Hein. Il y a des, on va terminer bientôt là. Je suis un petit peu plus long que prévu ce soir. Trump, et on inclut même Fox News maintenant dans la toile de la haine. Trump, Fox News et 8chan. Trump, Fox News et 8chan, hein, la toile de la haine sur les réseaux sociaux, etc. Ouais, ce sont des attaques. C'est comme à bataille navale. Là, c'est des attaques contre les communications adverses. Maintenant, on va terminer avec ça. Tout ça, alors que la dynamique en faveur de QAnon n'arrête pas de s'accélérer. Hein? Il y a quelques semaines, un des orateurs, je vous en ai parlé à plusieurs reprises, Brandon Straka, qui est à l'origine du mouvement Walk Away, qui appelle les démocrates à venir rejoindre le camp de Trump parce que les démocrates sont rendus crackpot. Alors, il dit, anti-liberté d'expression, anti-liberté, ouverture des frontières, etc. Il dit, je me reconnais plus du tout dans le Parti démocrate, c'est un gay, hein. Il a été rejeté par la communauté LGBT aussi. Et il a dit, il invite les gens à, c'est ça, donc il est à l'origine du mouvement Walk Away. Il a fait un discours, juste avant Donald Trump, dans un des rallyes. Et il a terminé son discours par Where we go one, we go all. C'est qui est le discours, le cri de ralliement des supporters de QAnon. Comprenez que on l'a laissé faire ça. Que Trump l'a laissé faire ça dans un de ses rallyes. Parce que c'est scripté, hein. Tu peux pas dire n'importe quoi dans un rallye du président. Et que quand tu as un orateur dans un rallye du président qui arrive là et qui dit Where we go one, we go all à la foule, puis la foule qui répond en criant, etc., là, c'est un appel, hein. Je veux dire, c'est un beau clin d'œil. Le président a laissé ça passer. Après ça, quand les médias l'ont interrogé, il dit non, je prends mes distances de QAnon, c'est-à-dire, il fait des clins d'œil à la base, puis il se moque des médias après ça. On a vu aussi Trump qui a retweeté à plusieurs reprises, je pense que, en tout cas, c'est pas la bonne image, mais qui a retweeté une capture d'écran de Fox News où est-ce qu'on lisait en dessous Trust QQQ, Trust Q, Invest QQQ, Trust Q. Et il l'a tweeté genre exactement pendant que ça passait. Vous comprenez? Et pas juste ça, mais là, ça c'est la pièce de résistance, c'est-à-dire que maintenant, il y a carrément des annonces de campagne électorale de Donald Trump avec les signes QAnon dessus. Et là, tous les médias capotent, comme on dit en québécois. Hein? Ils sont en train de virer fou. Vous le voyez, là. Q, Keep America Great, encerclé en vert. Q, et là, tous les médias. Trump campaign ads feature QAnon signs. Trump campaign and featured QAnon signs despite FBI warning. Vous comprenez que Trump s'affiche de plus en plus en faveur de QAnon et il ne prend absolument pas ses distances. Éventuellement, il va... vous comprenez qu'il attend juste que les médias lui posent la question et les médias ne posent pas la question. On s'entend? Alors voilà, donc ça complète cette édition du Web Journal de Radio-Québec. Vous voyez un peu l'ensemble du champ de bataille informationnel aux États-Unis pour la campagne présidentielle de 2020.
les géants de la technologie qui essayent de censurer, d'empêcher Trump. Trump qui, lui, s'adresse à sa base à travers Internet, à travers QAnon, etc., hein, Twitter, qui va déposer une loi bientôt, hein, c'était les nouvelles, qui va déposer une loi sur la censure digitale sur Internet, qui va limiter l'action des géants de la technologie, la censure. Hein. Et voilà, donc, et les enquêtes qui vont bon train, je voulais aussi terminer, c'est ça, en disant que cette histoire, que l'État profond ait atteint Jeffrey Epstein était complètement farfelue. Voilà. Alors, on va remercier, on a eu quelques dons depuis la dernière fois. Merci Nicolas Masse, 20 $, Suzanne Allard, 50 $, Isabelle Laforde Foucault, 21 $, José Moisan, 10 $, Monique Estibal, 10 €, Michael Pont, ou Ponce, 3 francs suisses, Nicolas en France, 2 € et Dave Gagnon, 10 $ canadiens. Merci beaucoup. Vous avez nos coordonnées ici pour une boîte postale, pour quoi que ce soit. Alex Cossette-Trudel, casier postal 32017 Saint-André, Montréal, Québec, H2L 4Y5 et pour les dons PayPal et Interac, paypal.me, Alexis Cossette, Interac, Alex Cossette-Trudel1 @gmail.com. Voilà. Alors, on va prendre peut-être quelques questions. Je sais pas si je suis sur YouTube. J'ai pas vérifié avant, j'ai eu de la misère encore une fois. Non, apparemment, j'ai pas streamé sur YouTube aujourd'hui. Alors, on la mettra plus tard. OK, voilà. Alors. Alors, quoi d'autre? 450 sur Facebook Live, c'est quand même pas mal. Hein. Hier soir, j'ai fait un test sur YouTube. J'ai streamé sur YouTube à 3 h du matin. On salue les Français qui étaient là au rendez-vous. Il était 9 h du matin en France. Mais rien. Après ça, quand j'essaye à 8 h, ça fonctionne pas. J'ai rien changé. Je respire même pas. Hein, j'étais sur Wirecast, je me connecte. Ça fonctionne. Je touche plus à rien. Je m'en vais me coucher. Je reviens préparer mon web journal. Ça fonctionne plus. J'ai rien touché. Ça fonctionne. C'est comme si... puis là, chaque fois que j'essaie de trouver une autre façon de rentrer, ça fonctionne la première fois, puis c'est comme s'ils me bloquent tout de suite. En tout cas, ils veulent pas qu'on stream sur YouTube. Je suis désolé. Oui, elle va être dispo sur YouTube. Je la upload là, dans pas long. Le Deep State au Québec, hein, c'est des personnes extrêmement riches. Vous pouvez penser... je peux pas nommer de nom, vous comprenez que je peux pas nommer de nom, là, mais aussi dans les journaux, etc., c'est un maillage. Les services secrets aussi, tu as probablement une partie corrompue des services secrets canadiens qui sont dans l'État profond. Alors, que penses-tu d'Alexandra Ocasio-Cortez? C'est une bénédiction pour le Parti républicain et Donald Trump. Alors, quoi d'autre? L'État profond aime beaucoup Radio-Québec. Pas sûr, pas sûr. Alors, question. Ouais, je vais vous laisser. C'est ça, c'est des personnes très riches avec. Ça fonctionne avec les médias, avec des journalistes, avec les services de renseignement. C'est clair aux États-Unis comment ils opèrent. Êtes-vous certain qu'Epstein soit mort, peut-être caché, ils vont le transformer en. Ben, c'est ça que je dis, Mick Bellin. Je dis que je pense pas qu'Epstein est mort. C'est ce que j'ai dit dans cette capsule. Ça fait chier de ne pas pouvoir streamer sur YouTube. Ça me fait vraiment chier parce que tu te prépares, puis tu sais, c'est comme si les gens sur YouTube n'ont pas accès au live. Ça m'énerve. Alors, je pense pas qu'on va revoir Epstein, qu'on va voir Epstein réapparaître. Parce que là, c'est la crédibilité du département de la justice. Vous comprenez que s'ils émettent un certificat de décès, puis après ça, il réapparaît, c'est comme si c'était des menteurs. Un État peut pas faire ça. Je pense pas qu'on va jamais le revoir. Alors, est-ce que c'est tout? Est-ce que c'est tout?
C'est qui QAnon? Ça serait trop long à expliquer. C'est une personne et ou un groupe de personnes. C'est une opération militaire, QAnon. C'est clair que c'est une opération militaire. C'est clair que qu'il y a quelqu'un qui est souvent dans le bureau ovale, qui tient le clavier, là, qui pose de l'information, qui fait souvent simultanément en même temps que le président, conjointement avec le président. « 58 live sur VK. Oui, salut la gang sur VK. Ça gèle sur YouTube, en tout cas. Changer de plateforme, je suis aussi sur Twitter. Qui briefe les médias pour le narratif? Ben, c'est l'État profond, c'est ça. Aux États-Unis, vous les voyez, hein, ils reçoivent leur... ils ont tous... ben, il y en a plusieurs, en fait. Ça dépend qui travaille avec qui. Mais c'est clair que ce que Q appelle les 4 a.m. talking points, c'est-à-dire qu'à 4 heures du matin, ils obtiennent un certain nombre d'informations sur des téléphones cellulaires, ce qu'on appelle des burner phones, là, des téléphones cellulaires que tu utilises une fois, deux fois, puis après que tu jettes. On leur dit quoi dire, quoi faire. Comme Maggie Haberman, il y a eu du New York Times qui a eu une passe d'armes avec... pas une passe d'armes, mais il y a eu un échange entre Maggie Haberman et QAnon. C'est ça, on en a parlé à ce moment-là. Mais pas que. On a vu aussi passer récemment aujourd'hui, aujourd'hui, David Brock, qui est je pense que c'est l'ancien conjoint de Alefantis, là, de Comet Pizza, qui a un think tank médiatique. Mais tu sais, c'est comme... c'est les hauts échelons du Parti démocrate mêlés avec des anciens du service de renseignement. C'est compliqué, l'État profond. Il faudrait que je fasse une capsule là-dessus, là. Mais des personnes influentes qui contrôlent, qui ont accès à des journalistes, à des personnalités sur Twitter qui leur disent quoi dire. On a vu, c'est ça, donc David Brock qui a publié, je pense que c'est Blue Marks, quelque chose, je me rappelle plus, là. Il a publié les consignes sur la mort d'Epstein. Faites ci, ça, ça. Ne faites pas ci, ça, ça quand vous tweetez ou communiquez au sujet d'Epstein. On leur dit quoi dire, tu sais. Alors... quoi d'autre? QAnon est-il au Québec? Non. Ça me tentait de faire une blague, mais non. Quoi d'autre? Ah oui, c'est ça, le FBI sur l'île. Oui, ça, j'ai failli le mettre. Le FBI qui a fait un raid sur l'île de Jeffrey Epstein. Mais là, pensez-vous réellement que c'était utile, ce raid-là? C'était à heure de grande écoute, je pense que c'était à CNN. Le FBI qui fait son raid sur l'île de Jeffrey Epstein. On voit les agents là, sur l'île de Jeffrey Epstein et tout ça. Pensez-vous réellement que c'est un raid qui sert à quoi que ce soit, qu'ils n'ont pas déjà l'information? Ou, c'est pour les caméras. C'est pour... On ordonne un raid sur l'île de Jeffrey Epstein pour mettre ça à la télévision devant les personnes qui n'ont pas encore compris, pour réveiller le monde. C'est quoi l'île de Jeffrey? Là, il y a comme, avec ce raid-là du FBI sur l'île de Jeffrey Epstein, qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a plein de personnes qui se disent, c'est quoi l'île de Jeffrey Epstein? C'est quoi cette île-là? Là, ils vont chercher Pedo Island, Bill Clinton, le Lolita Express. Vous comprenez que ce raid du FBI-là, moi, c'est comme ça que je le lis, là, dans une guerre de l'information, c'est pour attirer l'attention de certaines des personnes qui dorment encore. Qui vont, c'est comme, en le faisant comme ça, de façon systématique, avec tous les enjeux, c'est comme ça que tu réveilles ta population. Les gens se posent des questions, vont chercher, puis vont trouver leur propre réponse. Mais il faut en premier que tu captes l'attention du monde, là. Hey! Chose s'est fait suicider, là. C'est un suicide totalement suspect. Maintenant, le FBI est sur l'île. C'est quoi toute cette histoire-là? Je vous garantis qu'il y a des centaines de milliers, si ce n'est pas des millions de personnes qui se réveillent présentement avec l'affaire de Jeffrey Epstein à cause du suicide, à cause de ces trucs-là comme le raid du FBI sur l'île. C'est une stratégie d'information. Voilà. Epstein a 2 îles, ouais. Il y a Big St. James puis Little St. James, je pense. C'est David Brock, c'est Media Matters, exactement. Exactement, Vincent Japy sur Twitter. Oui, c'est ça, c'est ça. Le Deep State, Muriel, c'est
c'est un réseau d'influence, de pouvoir mêlé avec les services de renseignement, avec des multimilliardaires, avec des géants de la technologie. Pensez un peu à Spectre dans James Bond. Hein? Qui contrôle les gouvernements. Mais c'est trop compliqué à mettre le doigt dessus comme ça, juste rapidement de même. Voilà. Alors, quoi d'autre? Alors, on va se laisser là-dessus, je pense. Alexis, es-tu devenu paranoïaque quand tu sors dans la rue? Ben, je prends mes précautions. Oh, je suis pas parano, là. Je suis pas de nature paranoïaque. Honnêtement, je suis généralement moi, je suis un gars généralement de bonne humeur. Surtout le matin, là. Le matin, je suis comme un canari. Mais on commence à faire attention un peu, ouais. Voilà. OK, ben écoutez, on va se laisser là-dessus. Déjà 51 minutes. Le prochain direct, je ne sais pas. Peut-être mercredi. Pas demain, c'est sûr. Peut-être mercredi. Voilà. Alors, on va se laisser là-dessus. Je vais uploader la vidéo sur YouTube. Je suis désolé, encore une fois. On trouvera une solution à un moment donné. Allez, salut la gang.